Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de programmation orientée objet ou encore de POO ou OOP en anglais pour Oriented Object Programming. Dans cette vidéo, on va essayer de mettre au clair quelques concepts donc, qui sont relativement abstraits et surtout quand on débute, c'est pas facile de s'y retrouver. Mais pour cette vidéo, je vais même m'appuyer sur un schéma et ensuite on fera un petit tour du côté de la doc d'ActionScript 3 pour voir comment le langage ActionScript 3 utilise ces notions de programmation orientée objet. Il faut savoir que la majorité du langage, voire même la quasi-totalité du langage ActionScript 3 est basée sur ce concept. Donc, on va voir le petit schéma ici, que vous voyez à l'écran, et donc on va commencer par cette case ici, qui est nommé animal. Alors en programmation orientée objet, je vais abréger PO, ça sera plus simple. En PO, on parle d'objet ou de classe. Alors il faut savoir qu'une classe, c'est un objet, c'est la représentation d'un objet. Dans la vie de tous les jours, on définit beaucoup d'entités, voire même toutes, par un objet. C'est-à-dire par exemple, un crayon est un objet, une guitare est un objet, un ordinateur est un objet, même un être humain est un objet en soi. Et bien en programmation orientée objet, en ActionScript 3 en l'occurrence, on va faire la même chose, on va définir des objets. Seulement, il va falloir les définir à partir d'un modèle, et ce modèle, c'est la classe. Donc une classe est le modèle d'un objet. Imaginez, par exemple, dans une usine qui fabrique, je sais pas, des figurines, eh bien vous avez un moule. Eh bien ce moule contient toutes les informations pour pouvoir fabriquer une figurine. Et cette figurine, à la sortie de l'usine, sera un objet. C'est ce qu'on appelle l'instance de la classe. Et la classe, c'est le moule, dans l'exemple que je viens de vous donner. Donc là, on va voir avec le schéma ici, pour être plus clair et avoir une base graphique. Donc là, ici, on a un modèle de classe qui s'appelle animal. Donc on a la classe animal. Vous voyez qu'elle est séparée par un trait au milieu. Et en fait, je fais une séparation ici des propriétés de la classe et des méthodes de la classe. Alors les programmeurs, ils ont voulu se compliquer un peu la vie ici dans les notations, mais sachez qu'une propriété, eh bien, c'est tout simplement une variable de classe, et une méthode, c'est tout simplement une fonction. D'accord? Donc une fonction de classe. Donc nous, on va parler de méthode et de propriété pour eh bien, garder les bons termes, afin de, si plus tard vous voulez aller vous balader dans différentes documentations, que vous ayez donc effectivement les mots-clés qu'on utilise dans le monde de la programmation. Donc, ici, vous voyez que la classe animale, elle a deux propriétés qui sont deux variables. La variable âge, donc on peut dire qu'un animal a un âge, et on peut dire qu'un animal appartient à une espèce. Donc ici, on pourrait dire que l'espèce, c'est un serpent, je sais pas, un chat, un chien, n'importe quoi. Donc, il faut savoir que la base de notre template ici, de notre moule ici, possède un âge et une espèce. Et ensuite, il y a différentes actions. Un animal, il peut par exemple manger, boire, dormir. Donc là, j'en ai mis que 3, mais ça va suffire pour l'exemple. Ensuite, je vais faire une nouvelle classe qui s'appelle animal domestique, c'est un nouveau moule, sauf que ce moule, il est basé sur l'ancien moule qui est animal, d'accord? Donc en fait, animal domestique va hériter des propriétés et des méthodes de animal. D'accord? C'est-à-dire que si, à partir de animal domestique, je veux créer, eh bien, par exemple, je veux faire manger mon animal domestique, eh bien, je vais pouvoir parce que, vous voyez ici, il y a une liaison entre l'animal domestique et l'animal. Donc on dit que animal domestique hérite des propriétés et des méthodes de la classe parente, qui est animal. D'accord? Donc là, on voit bien ici dans la case animal domestique, dans la classe animal domestique que j'ai représentée ici, qu'on a gardé âge, espèce, manger, boire et dormir. D'accord? Mais on a une nouvelle propriété qui vient se rajouter, qui est spécifique à animal domestique, et qu'on n'a pas dans animal, qui est spécifique à animal domestique, qui s'appelle nom. C'est-à-dire que dans animal domestique, on ne peut pas définir de nom, alors que dans animal, excusez-moi, on peut pas définir de nom, alors que dans animal domestique, on peut effectivement définir un nom, car on a rajouté une couche, une propriété en l'occurrence, qui définit un nom. Mais bien sûr, on garde le reste des informations comme l'âge, l'espèce, manger, boire, dormir. Ensuite, à partir de la classe animal domestique, à partir du modèle animal domestique, on va créer eh bien, 3 autres classes qui vont hériter de animal domestique, donc aussi forcément hériter eh bien, des méthodes et des propriétés ici de la classe animale. Vous voyez, c'est une chaîne qui se suit comme ceci. Donc les 3 autres classes qu'on a créées,
Ici, c'est par exemple la classe chat. Alors la classe chat, vous voyez qu'elle a toutes les propriétés ici de la classe animal domestique, on les a gardées. On a toutes les méthodes de la classe animal domestique qui elle-même va les récupérer dans animal. Donc on a bien fait l'héritage ici. Et on a aussi par exemple chasser souris qu'on a rajouté propre à la classe chat. C'est-à-dire que la classe chat peut chasser des souris, mais l'animal domestique ne peut pas. On a créé une nouvelle classe ici qui s'appelle chien, qui a euh, aucun lien direct pardon, avec la classe chat. Mais la classe chien, pareil, hérite de âge, espèce, manger, boire, dormir, qui de la classe animale, hein, de la classe animale domestique, qui elle-même l'hérite de l'animal. Et vous voyez que le chien, en plus de toutes eh bien, ses propriétés et méthodes qu'il a héritées, a la possibilité d'aboyer. Donc là, j'ai oublié les parenthèses ou grandes parenthèses sûrement pour montrer que c'est une fonction, hein, donc une méthode. Donc le chien a la possibilité d'aboyer en plus. Maintenant, on crée une nouvelle classe ici en haut, qui pareil n'a aucun lien direct avec chien et chat, qui possède ici, qui s'appelle donc animal de cirque, qui possède les méthodes et les propriétés héritées de la classe parent animal domestique, qui pareil les hérite de la classe animale. On a rajouté ici une propriété nom du dresseur, et ici une méthode faire son show. D'accord? Donc un animal de cirque là ferait son show, ça c'est une nouvelle méthode. Alors j'ai mis un trait ici, il ne devrait pas y avoir de trait ici, mais bon, puisque c'est une méthode et ça fait partie des autres méthodes. Ici, on a une nouvelle classe éléphant qui, elle, a un lien direct avec animal de cirque, c'est-à-dire on crée une nouvelle classe qui va hériter des propriétés et méthodes de l'animal de cirque, etc. etc. Bon, vous avez compris le fonctionnement, hein. Animal de cirque hérite des propriétés et méthodes d'animal domestique, etc. jusqu'à animal. Donc là, éléphant se retrouve avec toutes les propriétés et les méthodes de ses classes parents, plus, en l'occurrence, peur des souris, qui est qui est une propriété. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ça serait une variable de type booléen, hein, peur des souris, true or false. Donc là, voilà un petit peu comment fonctionne la programmation orientée objet en termes de classes, d'objets. Donc vous avez bien compris que les objets, eh bien, c'est la résultante d'une classe, et la classe, c'est le modèle. D'accord? Donc là, d'ailleurs, on va voir quelques exemples. Donc on va voir un exemple d'un programme. Donc ici, on crée un chat qui s'appelle mon chat et qui est de type chat. Donc là, il faut bien voir que on crée notre chat à partir du moule chat, d'accord? Donc c'est très important, à partir du modèle chat, d'accord? Donc c'est exactement de la même manière que quand on définissait par exemple une chaîne de caractères, eh bien on définit une chaîne de caractères du type le modèle string, d'accord? Si vous vous souvenez bien. Et bien là, pareil, on définit mon chat du type chat. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire appel à cette classe, à ce modèle ici, qui va nous offrir toutes ces possibilités. Et ensuite, dans la suite de mon programme, vous voyez ici, je pourrais faire par exemple mon chat.nom est égal à une chaîne de caractères minou, en partant du principe que nom est une variable de type string, de type chaîne de caractères. D'accord? Donc la syntaxe ici qu'on a utilisée, c'est le point. Alors dans la majorité des langages de programmation, y compris ActionScript 3, on utilise le point pour accéder aux propriétés et aux méthodes d'une classe. D'accord? Donc là ici, il faut bien comprendre qu'on a fait un objet, d'accord, du type la classe chat. Donc on a créé une instance de la classe chat. Donc le terme instance est important puisque c'est celui qu'on utilise quasiment tout le temps en programmation orientée objet. Donc on a créé une instance de la classe chat qui s'appelle mon chat. Donc mon chat peut accéder à tout ce qui se trouve ici dans la classe chat. Donc là on peut faire mon chat.nom. Donc le point permet d'accéder aux propriétés et aux méthodes de la classe chat, d'accord? Et là je peux faire mon chat.nom est égal à minou, donc affecté à mon chat, ici la propriété minou. Ensuite je peux faire mon chat.manger pour par exemple faire manger mon chat. Mais attention, ici c'est bien faire manger mon chat, c'est pas faire manger tous les chats que j'aurais instanciés dans mon programme. Ici, les méthodes et les propriétés qu'on utilise par rapport à mon chat sont propres à l'objet mon chat, propres à l'instance mon chat. C'est-à-dire que je pourrais créer très bien dans le même programme, créer une nouvelle instance, par exemple mon chat 2, qui sera de type chat aussi, et lui mettre par exemple mon chat 2.nom est égal à, je sais pas, euh, minou 2 par exemple. Et faire pareil, mon chat 2.manger, et ça fera manger mon chat 2 et non pas mon chat 1, d'accord? Donc il n'y aura plus de corrélation entre les deux chats. Donc on va voir un deuxième exemple de programme. Ici, on crée un objet éléphant, donc une instance de la classe éléphant.
qui s'appelle Dumbo, donc on crée un objet Dumbo, pardon. Donc Dumbo aura toutes les propriétés et méthodes qui se trouvent dans la classe éléphant, d'accord? De par l'héritage, etc., il va retrouver les différentes méthodes comme boire, manger, dormir, ou les propriétés âge espèce. Et donc là, on peut faire Dumbo.peur des souris est égal à true. D'accord? Par exemple, ici, on définit la propriété peur des souris comme étant vraie. Ensuite, dans l'avancée de notre programme, on pourrait faire Dumbo.faire son show. Effectivement, il peut faire son show car il hérite de la propriété animal de cirque, d'accord, de la méthode de la classe animal de cirque qui a la méthode faire son show. Et ensuite, je pourrais faire par exemple Dumbo dormir parce qu'il est fatigué après avoir fait son show et je pourrais appeler la méthode dormir. Alors le problème c'est que j'ai oublié les parenthèses aussi puisque c'est une méthode, une fonction, d'accord. Donc n'oubliez pas les parenthèses si vous voulez refaire le schéma par exemple. Donc voilà, on a fait le tour de concepts qui sont plutôt abstraits. J'essaye pareil de me répéter souvent pour bien que vous compreniez toutes les différentes étapes de conception d'un programme en PO. Donc c'est vraiment une méthode qui est très importante, un concept qui est très important et qu'on peut appliquer sur de nombreuses choses, voire même sur tous les programmes. Et en l'occurrence, comme nous on veut faire des jeux, eh bien je vous laisse deviner les possibilités que ça va nous offrir pour développer des jeux. On pourrait par exemple très bien imaginer une classe personnage qui possède différentes propriétés et méthodes qui pourraient nous être utiles, et on pourrait faire instancier plusieurs personnages qui chacun aurait les propriétés et les méthodes qu'on a définies dans la classe personnage, etc. etc. La classe personnage, par exemple, pourrait hériter de la classe objet 3D, par exemple, si on était dans un jeu en 3D. Bon, là, on fait pas de la 3D parce qu'on est avec ActionScript 3 et Flash, mais si on était dans un moteur 3D, ça pourrait hériter de la classe objet 3D. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous faire comprendre. Et la classe objet 3D pourrait elle-même hériter de, je sais pas, la classe transform. La classe transform pourrait, elle, avoir des méthodes et des propriétés telles que la position, l'échelle de l'objet, la rotation, etc. Donc vous voyez à quel point on peut imager un jeu, représenter par exemple un jeu avec de la PO. Pour vous donner un autre exemple, on pourrait très bien par exemple s'imaginer un RPG avec une classe pareil personnage, et une classe mage qui hérite de la classe personnage, une classe, par exemple, je sais pas, dragon qui hérite de la classe personnage. La classe personnage aurait par exemple comme méthode, je sais pas, dire bonjour, et donc le dragon pourrait lui aussi dire bonjour, le mage lui aussi, puisqu'ils héritent tous les deux de la classe personnage, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'imbriquer toutes ces classes qui possèdent des propriétés et des méthodes, les faire hériter, pour pas réécrire du code pour rien, bien sûr. N'oubliez pas, on est fainéant en programmation et pour que tout soit imbriqué de manière logique. Donc le travail du programmeur, ça va être de créer ces classes donc, en fonction de son programme et d'utiliser d'autres classes qui ont déjà été construites par le langage. Donc là, en l'occurrence, notre langage de prédilection pour le moment, c'est l'ActionScript 3. Et donc on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne bien, dans ActionScript 3. Alors il faut savoir que ActionScript 3, comme certains autres langages, organise ses classes en package. C'est-à-dire que il va avoir un dossier que les programmeurs ActionScript 3 et Adobe appellent package. Donc un package, c'est un dossier tout simplement. Et dans ce dossier, il va y avoir plusieurs classes, d'accord? Et en fait, c'est pour mieux les regrouper. Donc là, on va aller au hasard dans Flash, dans la documentation de Flash, et on va chercher par exemple flash.txt. D'accord? Je clique dessus, et vous voyez que le package, puisque là on est dans les packages, donc le dossier flash.txt, que j'avais ici, voilà, il contient plusieurs classes, d'accord? Donc là vous voyez le nom de la classe et ses descriptions, d'accord? Donc nous on va aller par exemple dans la classe textField. Alors vous voyez, the textField class is used to create display objects for text display and input. Donc on clique dessus. Donc elle permet donc de créer des champs de texte pour entrer du texte ou pour afficher du texte. Et là vous voyez qu'on a ici, donc tout en haut, des indications concernant la classe. Donc vous voyez que le package c'est flash.txt, donc la classe se trouve dans le dossier flash.txt, que la classe
eh bien, elle est publique, donc on reviendra sur les termes public, private, protected et internal quand on codera dans Flash dans les prochaines vidéos en PO, quand on mettra en pratique tout ce qu'on vient de voir. Ensuite, on a la notion ici d'héritage, qui se dit en anglais inheritance, d'accord? Donc on voit que la classe, elle hérite de, ici, de interactive object, qui elle-même hérite de display object, de event dispatcher et de object, d'accord? Donc, la classe TextField a les méthodes et propriétés de toutes ces autres classes, qui sont aussi des classes créées par Adobe pour l'ActionScript 3. Donc si je clique dessus, vous voyez que, là j'ai cliqué sur Interactive Object, vous voyez que, hop, elle hérite elle-même de Display Object, etc. Donc on a bien la logique. Vous voyez qu'on a aussi toutes les méthodes qui sont présentées ici. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Si je descends jusqu'en bas, hop, voilà, avec des exemples. Nous, on va revenir sur notre classe TextField. Voilà. Et vous voyez aussi ensuite que c'est bien de l'ActionScript 3, donc il n'y a pas de problème concernant ceci. Donc, ensuite, si on descend un petit peu dans l'aide, vous voyez que la classe a des propriétés dites publiques. On reviendra sur ces termes. Bon, pour vous dire un petit peu en avance ce que public veut dire, ça veut dire que on peut accéder aux propriétés depuis n'importe quelle classe. C'est-à-dire que depuis n'importe où dans le code, on peut accéder aux propriétés qui sont publiques. D'accord? Donc, là vous voyez qu'il y a un bouton marqué Show Inherited Public Properties. En fait, ça veut dire est-ce que vous voulez montrer ou non les propriétés qui ont été héritées par cette classe. Donc si je les montre, eh bien, je vais avoir accès aux propriétés qui se trouvent dans Interactive Object, Display Object, Event Dispatcher et Object. D'accord? Si je le cache, je vais avoir accès que aux propriétés publiques de cette classe. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y en a un nombre assez important. Vous voyez ici, par exemple, length. On peut savoir que ça nous donne le nombre de caractères qui se trouvent dans le champ de texte. On peut mettre par exemple, multiline, qui est une variable booléenne qui nous définit eh bien, le nombre, qui nous définit, pardon, est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs lignes ou non dans le champ de texte, etc., etc. Ensuite, on arrive aux méthodes publiques. Donc les méthodes publiques, donc pareil public, hein, ça veut dire que c'est accessible de partout, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc on a différentes méthodes, vous pouvez voir, et ensuite on a des événements qui peuvent s'effectuer sur ce champ de texte. Et ensuite, on a quelques exemples qui vous permettent de mettre en place bien, tout ce qu'on a vu comme méthode, comme propriété, tout en haut dans les différents tableaux. Voilà, donc on a vu pas mal d'informations dans cette vidéo. Je vous invite à aller faire la même chose que ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire aller prendre une classe au hasard, par exemple MXBinding, ou alors bon, c'est pas un très bon exemple, mais rester par exemple dans les flash ou dans les FL, par exemple fl.text. On a une classe qui s'appelle TLF Text Field, on clique dessus, on arrive avec le même champ, les mêmes informations en haut. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu pour bien comprendre le modèle qu'on avait à partir du schéma et de le réappliquer à certaines classes dans l'API, dans la doc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre ces concepts. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. A tout de suite.